Là, j'avoue, je commence à avoir un peu la boule au ventre. Ouais, j'ai répété le pitch. En vrai, pas trop. D'ailleurs, il faudrait que je regarde les slides que je lui ai envoyés. Ouais, donc là, elle a accepté. Je peux faire un face cam ou pas? En gros, en septembre dernier, il y a Roxane Varza, donc la directrice de Station F, qui m'avait contacté pour me demander si j'étais intéressé par une intro d'une VC aux États-Unis, française, donc Pascal Dienne. Et moi, j'ai dit OK, parce que je suis toujours content de rencontrer des gens un petit peu différents et qui viennent d'autres horizons. On avait échangé en septembre, ça s'était ultra bien passé. Et là, du coup, je lui ai dit qu'on avait envie de lever 20 millions. Donc, on lui a envoyé un pitch. Roxana, elle a pas mal bossé sur le pitch avec moi, donc on lui a envoyé des slides. Et là, l'idée, c'est d'essayer de pitcher. On a dit qu'on voulait faire ça potentiellement rapidement, qu'on a partagé du coup toutes nos métriques avec elle en amont, tout le pitch. Et là, l'idée, c'est d'avoir une session un peu différente, un peu speed, où dans un premier temps, je ferai un pitch de 2-3 minutes et après, elle me posera toutes les questions qu'elle a par rapport au pitch qu'on lui a envoyé. Je suis un peu stressé, là, j'avoue, parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai même mis une chemise pour l'occasion. Il y a une des raisons pour laquelle, en gros, je stresse pas mal, c'est que on a mentionné à Pascal qu'on avait notre chaîne YouTube et qu'on filmait un petit peu toutes les aventures de l'Emlist, tout ça. Mais je lui ai pas dit qu'on allait record le pitch. Donc là, j'avoue que c'est un peu le stress au départ. Normalement, elle est très cool et elle trouvait le concept de la chaîne YouTube, elle avait bien adhéré. Donc je pense qu'elle acceptera qu'on filme. Au pire, si elle veut pas qu'on la filme, ce qui est une possibilité, bah, on aura juste mon pitch et la réponse aux questions et potentiellement j'essaierai de retranscrire par la suite les questions. Donc on verra. 3 minutes avant le début. Ce qui est trop cool avec Pascal, en fait, c'est elle est basée aux États-Unis depuis, je pense, une grosse dizaine d'années. Son mari est un gros utilisateur de l'Emlist. Donc, elle l'a découvert un petit peu comme ça le projet et elle a vraiment bien creusé. Elle comprenait ce qu'on faisait. Elle connaît bien l'industrie. Et comme elle bosse énormément avec des boîtes américaines et que nous, on a une grosse majorité de nos clients qui sont basés là-bas, elle connaît le marché. Elle a aussi ce mindset vraiment entrepreneur. Elle est vraiment très sympathique et super bienveillante. Le meeting qu'on avait fait avec elle en septembre, on n'avait pas du tout prévu de lever, donc on ne voulait pas tout ça. Et en fait, elle était plus vraiment dans l'échange, la recherche, tout ça. Et donc, c'était très intéressant. Elle nous avait donné des conseils. Et un truc qu'elle a fait que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle m'a fait des intros quasiment instantanément à des personnes, dont un de ses associés qui s'appelle Tai Nam, que j'ai interviewé justement dans la communauté The Lemlist Family. Et c'était très cool parce que c'est un mec super brillant qui a écrit un livre, un best-seller sur le startup growth, etc. Donc, super intéressant. Je vais mettre le support. Ouais. Et pendant juste en au-dessus, ouais. Ah, il y a Pascal qui est là. Non. Salut Pascal, ça va? Ouais, ça va super. Comme je t'avais dit, tu sais, on est en train de tout documenter sur la levée. Donc, on a une équipe qui est en train de me filmer et qui me suit un peu partout. Et je voulais savoir si ça te dérangeait ou pas si j'enregistrais en fait ce meeting, donc sur Zoom directement. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Comme ça permettra de vraiment bien documenter sur la channel. Donc là, je vais lancer le recording. C'est bon. Ok. Bah écoute, merci beaucoup déjà d'avoir accepté avec un délai aussi rapide. Comme tu sais, nous on s'était rencontrés déjà en septembre après l'intro de Roxane. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais juste te présenter et dire rapidement qui tu es? Bien sûr, je m'appelle Pascal Dienne, je suis française mais aux États-Unis depuis 19 ans maintenant. Et je travaille, ouais. J'ai déménagé, j'avais 10 ans. Je travaille pour un fonds d'investissement américain qui s'appelle Storm Ventures. Avant ça, j'ai passé pas mal de temps à Orange. J'avais créé l'accélérateur d'Orange qui s'appelle Orange Fab. Et donc, j'ai eu la chance de passer du côté VC institutionnel de la Silicon Valley, donc Storm Ventures, qui est un fonds qui est dédié principalement au B2B Enterprise Software. Et 80% de nos investissements, c'est dans le SaaS. Et on est assez fan de boîtes dans le marketing automation. On a fait Marketo. Ok. Voilà, ouais, on est dans SalesLove, Pipedrive, Cooper. Donc, beaucoup de marketing automation. Donc, forcément, l'Emlist. Trop cool. Juste avant ce meeting, j'expliquais que c'était Roxane qui nous avait fait une intro. Nous, qu'on s'était déjà vu en septembre, c'était trop cool. Aussi, ton mari était utilisateur de l'Emlist. Donc voilà. Ça, c'était… Voilà. Roxane, une ancienne de la Silicon Valley, qui a un super parcours en France.
et mon mari qui est un growth hacker qui m'a fait un petit coup de coude en me disant regarde cet outil, je l'utilise, c'est top, tu devrais y penser. Et parfois les maris servent à quelque chose. Ah mais c'est cool. Et donc du coup tu avais bien reçu le pitch que je t'avais envoyé, tout ça, c'était bon? Voilà. Ok. En termes de structure, si ça te va, je pensais juste refaire un petit pitch récap, peut-être 2-3 minutes avec les key points. Et ensuite, si tu as des questions, tout ça, on peut discuter peut-être de la partie plus finance, tout ça, juste après. C'est good pour toi? Ok, trop cool. Bah, du coup, pour la petite histoire, en fait, nous, on avait lancé Lemlist début 2018. Juste avant ça, moi, j'avais une agence d'acquisition où je faisais beaucoup de prospection pour plein de clients en B2B basés soit aux US, soit en France. Très rapidement, je me suis rendu compte que les outils sur le marché essayaient de vendre un petit peu la version pushy du sales, à tout prix sur le closing, vous pouvez tout automatiser, etc. Sauf que dans les faits, c'est très différent la prospection. Il faut construire des relations, il faut réussir à personnaliser à fond et aucun outil ne le permettait vraiment. Du coup, en 2018, avec Vianney et François, mes 2 associés, on a décidé donc de lancer Lemlist, la plateforme de sales automation la plus personnalisée sur le marché. En 3 ans, on est passé de 0 à plus de 4 millions de dollars d'ARR. Le tout sans funding, donc avec vraiment 0 en investissement initial. On avait juste $500 de crédit Amazon, donc ça c'était notre investissement, on va dire. On a réussi en parallèle à ça à créer la plus grosse communauté autour des sales automation qui s'appelle Lemlist Family, qui compte aujourd'hui plus de 11 000 membres. Dans cette communauté, on partage plein de tips, tricks sur comment vraiment réussir à avoir les meilleurs résultats possibles pour faire de la prospection. En termes de clients, on a aujourd'hui donc des dizaines de milliers d'utilisateurs partout dans le monde. Ça peut aller comme des scale-up, genre comme user.com ou The Hustle, etc., jusqu'à des boîtes comme Zendesk, SAP ou même des boîtes un peu plus traditionnelles comme Adecco. Un truc qui est assez marrant aussi avec des boîtes comme Zendesk, c'est que typiquement, on voit beaucoup d'expansion du MRR sur ces boîtes-là, où elles rentrent chez nous en dépensant par exemple $1 000 à l'année et avec le temps arrivent à grossir à des $70 000 annuellement parce que en fait comme on a un business model où on price au site, donc à l'utilisateur, lorsqu'on rentre dans avec un utilisateur qui a des bons résultats, généralement ses collègues veulent l'utiliser aussi et donc on voit beaucoup d'expansion de MRR. Aussi, on a une capacité à être très efficace avec l'argent qu'on a puisque aujourd'hui, sur l'année 2020, on a un EBITDA qui est à plus d'1 million. Ce qui fait qu'on a une très grosse marge sur tout ce qu'on entreprend. Et les objectifs, du coup, en fait, pour nous, ça serait de lever en gros 20 millions de dollars afin de réussir à recruter plus rapidement. Aujourd'hui, en fait, on a réussi à avoir une équipe sales. Donc, on a fait des tests sur les 6 derniers mois avec notre équipe sales et on arrive à les ramp up chaque commercial en 2 mois et demi, ce qui veut dire qu'il est rentable très rapidement et qu'il arrive à atteindre ses objectifs de façon très régulière. Et notre objectif, c'est de recruter beaucoup plus de sales, continuer à s'expandre aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, même si on est une boîte française, on a plus de 35% des clients qui sont aux États-Unis et plus de 80% de notre base cliente qui est internationale. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer cette expansion internationale et de pouvoir accélérer toute notre phase de développement, notamment aux US. Super, hyper intéressant. Non, c'est bien. Écoute, très belle croissance, Bootstrap. Vous démontrez à tout le monde qu'on n'est pas obligé de lever des fortunes pour arriver à 4 millions en recurring revenue. Justement, sur cette croissance et sur ce ARR, ton graphe était pas super précis, donc je voulais un peu revérifier avec toi. Ouais. Peux-tu vraiment me donner un peu les milestones à chaque quarter? Donc, tu as commencé l'année à 1er janvier 2020. Ouais, donc en gros, sur toute notre année 2020, je peux te refaire le split si tu veux. En gros, début du Q1 2020, on était à 780K d'ARR. Fin du Q1, on était à 1,2 million. Fin du Q2, on était à 1,9 million d'ARR. Fin du Q3, on était à 2,9 millions d'ARR. Et on a terminé l'année 2020 à 4,4 millions d'ARR. Donc globalement, tous les 6 mois, on arrive à doubler en fait. Et donc là, ça fait 2 quarters en suivant, vous avez ajouté plus d'1 million en ARR. Ouais, exactement. En ARR. D'accord. Ouais. Super. Écoute,
c'est une année assez particulière pour tout le monde. Ça a été une année assez particulière pour tout le monde. À quel point tu penses que cette accélération est liée au Covid? Parce que c'est pas, il y a pas, tout le monde va sur le cloud, c'est sûr, mais il y a plein d'autres outils dispo aussi. Donc, est-ce que tu penses que vous bénéficiez de cette vague de gens qui veulent aller sur le cloud, ou tu penses que c'est autre chose? Si demain le vaccin est partout, est-ce que vous allez l'accélération va ralentir un petit peu? Alors en fait, je pense pas du tout, parce qu'en fait, si on regarde vraiment notre growth rate au sein des différents quarters, globalement, le growth rate n'a pas trop changé. Donc on n'a pas vu de changement entre avant Covid et après Covid. C'est juste qu'on arrive à des sommes qui sont plus importantes, mais qu'on garde un peu notre momentum de growth, sachant qu'aujourd'hui, comme je te le disais, on n'a pas encore dépensé d'argent en ads ou dans de l'acquisition payante. Donc on a encore beaucoup de leviers aussi à utiliser. Et en plus de ça, le Covid, par contre, un point qui est aussi important de notifier, et je pense que tu l'as dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à avoir cette transition digitale un peu plus forte du fait du Covid, puisque tout le monde est en télétravail. Je pense que comme beaucoup de SaaS, on en bénéficie, parce qu'il y a un taux d'adoption qui est plus grand. Mais je ne pense pas que ça soit que le moment où le Covid s'arrête, on aura un problème à garder cette croissance. D'accord, ok. Donc, 4,4 millions en ARR, vous avez combien de clients? On a 6000 boîtes qui payent de façon récurrente aujourd'hui. Mais en clients, on en a plus de 10 000 parce que au tout début, pour notre lancement, on avait fait une opération donc, avec un partenaire américain qui s'appelait AppSumo, et on avait eu des milliers de clients, donc quasiment 8000 en 2 semaines, grâce à un one-shot, vente de lifetime deal pour aider nos utilisateurs à vraiment adorer le produit et créer cette communauté autour du produit. D'accord. Donc du coup, ton average contract value? Aujourd'hui, c'est $7 300. D'accord. Et ça vous va? Est-ce que vous avez l'ambition peut-être d'aller plus up-market? Est-ce que là, vous êtes à peu près mid-market, le début du mid-market, quoi. Vous êtes SMEs, mais plutôt, on sent que c'est un outil qui peut être utilisé par le mid-market. Est-ce que c'est votre ambition dans le futur? Aujourd'hui, on ne veut pas changer de cible. On pense qu'on a un marché qui est énorme devant nous et vraiment un énorme boulevard. Du coup, notre focus, ça va vraiment être SMB, donc startup, scale-up et voilà tout ce qui est mid-market. Par contre, dans 3-4 ans, ça sera possible de bouger un petit peu plus sur les enterprises. Pour donner un petit peu la petite anecdote, dans les débuts de Lemlist, j'avais réussi à aller sur des meetings plus enterprise, donc tu vois, des cycles de vente assez longs. Et je me suis retrouvé à faire 5-6 rendez-vous avec des intermédiaires un peu différents dans plein de boîtes. Donc j'avais Uber, Facebook à San Francisco, tout ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des contraintes techniques et aussi de sécurité que des grosses boîtes avaient envie de mettre en place lorsqu'on signait des contrats, avec notamment des assurances par rapport à s'il y avait un bug ou une attaque qui était juste qu'on pouvait juste pas assumer en tant que petite boîte. Et aujourd'hui, ce qu'on aime bien, c'est être proche de nos clients, être très agile, et on sait qu'on a encore une énorme opportunité avec un gros boulevard. Donc, on n'a pas encore envie d'aller toucher les enterprises aujourd'hui. D'accord. Qui est ton plus grand client? Tu m'as dit que c'était Zendesk? Ouais, aujourd'hui, en fait, Zendesk, ça fait partie des plus gros clients. Donc, comme je te disais, ils sont arrivés avec un ou deux commerciaux donc, qui commençaient à utiliser Lemlist. Et là, maintenant, donc, il y a une équipe de 30 commerciaux et ça devrait continuer à grossir sur toute l'année 2021. On a aussi des grosses agences qui, eux, vont payer pareil un petit peu plus cher même que Zendesk. Mais ça reste anecdotique puisque par rapport, tu vois, à toute la somme d'ARR qu'on a, on a plus de 90% en clients directs en fait. D'accord, ça c'est bien, ok. Donc Z expansion avec Zendesk, quel a été le landing, la valeur du contrat quand tu as signé pour la première fois? La première fois, c'était en gros environ du $1000 annuel et aujourd'hui on a monté à plus de 70 000. Ouais. Et ça, c'est en combien de temps? Ça, c'est sur 1 an et demi. D'accord. Et tu vois ce genre d'expansion se faire avec d'autres clients? Ouais, c'est un cas d'usage qu'on voit assez souvent. Généralement, en gros, c'est quand les gens commencent à remplacer les outils qu'ils utilisent déjà par notre outil, où en fait, on va entrer par une petite porte avec une personne qui va lancer des campagnes,
avoir des bons résultats. Donc, les commerciaux autour vont vouloir savoir quel outil ils utilisent et ils vont commencer à l'utiliser. Et petit à petit, en fait, on va voir les personnes rajouter de plus en plus de sièges. On a eu l'exemple chez Miro, par exemple. Donc, c'était une startup française qui a levé plus de 200 millions. Ils ont commencé avec un ou deux commerciaux et ils sont rapidement passés à 10, 15, etc. et continuer en même temps que leur expansion de grossir avec nous, du coup. D'accord, ok. Super. Si je te dis, dans 10 ans, le marché du marketing aura un petit peu changé, du sales automation, marketing automation aura un peu changé, mais quelle est la vision long terme de Lemlist? Où sera Lemlist dans 10 ans? Ou à quel point vous voulez amener le produit? Est-ce que vous allez remplacer un Salesforce ou un HubSpot ou comment vous voyez le futur pour la boîte? En fait, je pense que pendant très longtemps, tu vois, si on regarde un peu l'histoire du sales, on a eu, au début, c'était vraiment avec un bloc-notes. Les gens écrivaient tout dans des carnets. On avait l'annuaire, on avait le sales qui allait au porte-à-porte, toquer à la porte, tout ça. Et ensuite, il y a eu la partie plus automatisation. On commence à développer des solutions cloud. Et de ce fait, il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils pouvaient remplacer totalement le sales. Donc, l'être humain, tu vois. Moi, je pense qu'on peut automatiser beaucoup de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne met pas justement assez l'humain en avant dans les sales. Et notre but, c'est de révolutionner l'industrie actuelle. Donc là, on est focus sur la partie sales automation, mais plus tard, et tu vois, si on voit à 10 ans, il y a d'énormes opportunités aussi de création de nouveaux CRM, parce que les CRM, tu vois, qui ont été créés et qui ont un peu inondé le marché, surtout sur la partie SMBs, on peut penser à Pipedrive qui s'est fait racheter récemment. Mais en fait, c'est un marché qui va totalement s'ouvrir parce que les CRM, en gros, qui étaient les leaders du marché sur un segment donné, pour grossir, donc Pipedrive s'est fait racheter, je crois, un peu plus d'1 milliard. Pour grossir, ils vont être obligés d'être en concurrence directe avec Salesforce et aller upmarket. Et le fait d'aller upmarket pour eux, ça veut dire que ça libère potentiellement une place pour toute la partie SMBs. Et aujourd'hui, je pense que pareil, il y a des moyens de simplifier l'interface, de rendre une expérience beaucoup plus agréable. Et nous, notre idée, c'est que si on arrive dans les 5 prochaines années à vraiment pénétrer le marché sur les SMBs, en fait, le switch pour les personnes, si on crée par exemple une nouvelle brique avec un CRM, le switch pour eux de passer de leur CRM existant à un nouveau CRM chez nous sera très rapide parce que tout sera intégré seamlessly et l'expérience sera aussi bonne. Donc, on mise à fond sur notre expérience utilisateur, notre produit et potentiellement pouvoir par la suite rajouter des briques sur tout l'univers sales. Donc, dans 10 ans, qui vous pensez avoir remplacé, avec qui vous pensez intégrer? Du coup, l'idée, c'est potentiellement de ne plus avoir à faire d'intégration ou en tout cas que les gens s'intègrent à nous plutôt. Donc, tu vois, un petit peu comme si on peut potentiellement remplacer un Pipedrive dans 10 ans, ça serait, je pense qu'on aura réussi notre aventure, tu vois. et après, l'idée, ça peut être justement qu'il y ait plus de petites boîtes qui décident de s'intégrer à Lemlist. Aujourd'hui, on commence à voir beaucoup de providers de données, que ce soit des Uplead, Leadfuse, donc beaucoup de boîtes américaines D7 ou des extensions Chrome qui s'intègrent directement à Lemlist pour la partie data. Mais plus on va grossir et plus on aura ce type de demande et donc on créera un vrai écosystème aussi autour de Lemlist. D'accord. Vous avez combien d'intégrations live aujourd'hui? En native, on a 4 intégrations live, donc avec les plus gros CRM aujourd'hui, donc c'est-à-dire Salesforce, HubSpot et Pipedrive. On a aussi Aircall sur la partie du coup plus comme on a développé du multi-channel, mais en fait on s'intègre, on veut créer un partenariat vraiment dédié avec Aircall et ça on pourra en parler peut-être plus tard, mais ça sera vraiment un levier aussi d'acquisition pour nous. Et aussi, après, on a aussi une intégration native avec Zapier, ce qui nous permet de connecter à des milliers d'apps sans que les personnes aient besoin de coder ou de développer eux-mêmes leurs applications. D'accord. Ok, très bien. C'est laquelle qui est la plus utilisée, tu penses? Dans les intégrations actuelles, on a beaucoup de personnes qui sont sur Pipedrive, du fait que nos utilisateurs sont essentiellement SMBs. C'est aussi un CRM qu'on recommande beaucoup. Et après, on a pas mal de gens qui utilisent HubSpot, mais un peu moins parce que HubSpot a ce côté un peu aussi plateforme où ils aiment bien essayer de locker vachement leurs clients au sein de HubSpot. Cool. Tu peux me dire un peu plus sur ton churn ou retention rate, comme tu préfères le regarder? Ouais. Alors, la partie churn, en fait, comme tu le sais, tu vois, on target les SMBs. Donc, en fait, moi, j'aime bien splitter ça avec
nos clients, tu vois, qui sont sur la partie avec l'average customer value qui est inférieur à $1,000. Donc ça, c'est vraiment les petits clients. Là, le churn est assez élevé. On est aux alentours de 9%, 9-10% en gross MRR churn. Ça varie un petit peu de mois en mois, mais on est globalement dans ce niveau-là. Mais en fait, si on regarde après sur nos clients qui sont les top clients sur lesquels on a envie d'être focus, donc avec une average customer value supérieure à $2,000, là, on a un net MRR churn qui est négatif. On est aux alentours de donc moins 2%, ce qui fait excuse-moi, 102% de rétention. Donc, on a plus d'expansion que de churn. Donc, le 102%, c'est du net retention. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des expansions des plus gros clients comme un Zendesk, etc. Ouais, exactement. Et donc, le gros churn sur ce segment, tu l'as? Ouais, alors le gros churn, du coup, il est à 3%. D'accord. Cool. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur... est-ce que tu traques des metrics usage, combien de fois tes clients se login dans la plateforme, quel type d'actions sont prises, etc. Alors là, je t'avoue que ça, c'est un peu la partie... honnêtement, c'est un peu un point faible, dans le sens où ça fait partie des choses qu'on veut vraiment mettre en place lors de la levée et structurer un peu mieux la partie analytics et product. Parce qu'aujourd'hui, on a tout fait nous-mêmes. Donc, mon CTO était aussi en charge de la partie produit. Et donc, je t'avoue qu'on ne traque pas vraiment. Nous, ce qu'on traque, c'est plutôt ce qu'on va appeler l'activation, c'est-à-dire est-ce que les gens arrivent à lancer une campagne lorsqu'ils ont sign up à l'Emlist. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en gros, on a à peu près 90% de personnes qui utilisent l'Emlist pour la partie prospection et 10% qui l'utilisent sur la partie RH recrutement. Par contre, toute la partie combien de fois les gens se connectent par semaine, etc., ça, c'est des choses qu'on n'a pas aujourd'hui, mais sur lesquelles on sait qu'on a beaucoup de choses à faire et ça fait partie aussi de la roadmap 2021. D'accord. Au niveau du sales funnel, est-ce que tu pourrais m'expliquer les étapes du sales funnel et vos conversions à chaque étape? Ouais. Alors en fait, nous, si tu veux, on a beaucoup de self-service, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir, tu vois, des sales présents pour tous les petits clients. Donc typiquement aujourd'hui, si je te prends les métriques, on est environ à 750 teams qui sign up toutes les semaines. On a plus de 300 paying teams par semaine et on a un activation rate qui est supérieur à 50%. Donc activation rate, ça veut dire combien de personnes lancent des campagnes quand ils ont sign up. Et après, donc tu vois sur le conversion rate entre sign up to paid, on est à plus de 40%. Et ça, c'est essentiellement du self-serve. Rappelle-moi le customer journey, donc il y a un trial. Ouais, c'est ça. Alors en fait, la personne arrive sur l'Emlist, décide de créer son free trial, ça dure 2 semaines. Et ensuite, il a 2 semaines pour essayer comme il veut l'outil. Et au bout de 2 semaines, on lui dit bah, « Ok, tu peux plus utiliser l'Emlist, il faut que tu payes. » Et là, il doit choisir un des abonnements. En général, si cette personne rencontre un sales pendant les 2 semaines, donc si tu veux, en gros, on a un système d'enrichissement et de scoring. Donc à chaque fois que quelqu'un sign up à l'Emlist, on enrichit automatiquement son sign up avec Clearbit qui nous permet de savoir la taille de la boîte, le revenu, etc. Et en fonction de tout ça, ils sont envoyés dans des campagnes inbound de la part de nos commerciaux qui vont leur proposer des démos. Et lors de ces démos, ils vont essayer potentiellement de les closer directement en one shot. Donc, tu vois, le sales cycle, il peut aller parfois c'est self-serve, donc ça va être 24 heures parce que la personne va créer son compte et payer direct, jusqu'à 2 semaines si c'est en self-serve aussi, parce qu'au bout de 2 semaines, potentiellement, le compte n'est plus utilisable s'il ne paye pas. Ou en one shot avec un sales, ou quand c'est des teams qui sont un peu plus grosses, ou qu'on fait de l'outbound. Là, du coup, c'est un peu différent. Le sales cycle peut être un peu plus long, donc on comptera 1 mois, tu vois, pour un client en outbound. Voilà. Et l'average du sales cycle, c'est quoi aujourd'hui? L'average aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 10 jours. Super. Tu parles de tes sales reps et donc de 3 sales reps qui ont ramped en 2 mois et demi. Ouais. Tu peux m'en dire plus un peu sur cette équipe de vente et comment tu la vois évoluer? Ouais, alors en fait, nous, si tu veux, il y a beaucoup de boîtes qui ont la structure un peu classique avec SDR, AI, CSM ou rajouter, tu vois, un data researcher de temps en temps. Nous, on a décidé un petit peu en fait, on a construit notre sales playbook qui est totalement différent et qui aussi change la façon dont on fait du sales
Comme je te disais, le but pour nous, c'est d'aider les gens à construire des relations. Et aujourd'hui, on a craqué un nouveau système sur la façon de faire de la vente. Donc, j'ai passé du temps à rédiger un sales playbook, à recorder en fait des vidéos d'entraînement pour chaque personne qui vient chez nous. Et donc, ils suivent un training qui est totalement online. Et au bout de, en gros, quelques jours, ils arrivent directement à commencer la prospection, être formés sur le copywriting. Tout ça, ils peuvent se lancer. Et en fait, ce qu'on a remarqué, tu vois, c'est que ultra rapidement, nous, on mettait comme objectif, du coup, par mois pour les sales de signer $36 000 d'ARR. Au bout de 2 mois et demi, ils arrivaient à hit leur quota. Et ça, on l'a validé sur 2 quarters, donc 6 mois. Et c'est pour ça justement que je te disais qu'aujourd'hui, on veut passer à l'étape supérieure lors de la levée et pouvoir recruter et scaler sur toute cette partie-là. Donc, tes sales reps font à la fois de la prospection, du closing et ils font aussi du upsell, j'imagine. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Ils gèrent vraiment tout le sales cycle. Et en fait, ça, tu vois, ça a beaucoup de force parce qu'aujourd'hui, on vend un outil qui aide les gens à faire de la prospection et à faire de l'outbound. Du coup, en fait, un des cas d'usage qu'on a très souvent, c'est pour les personnes qui font pas forcément beaucoup de prospection ou qui ont une équipe, mais ils savent pas forcément s'ils vont utiliser l'Emlist ou pas. Mais en fait, tu vois, lorsqu'on va lancer des campagnes et qu'on arrive à booker un rendez-vous avec eux, pour à chaque fois qu'ils ont l'objection de dire je sais pas si l'outbound ça marche bien ou pas, on leur dit écoute, si on est en rendez-vous aujourd'hui en ce moment, c'est parce qu'on a fait de l'outbound. Donc si toi, tu es confiant dans le fait que tu sais closer, fais-moi confiance sur le fait qu'avec un outil et en suivant nos best practices, tu vas réussir à être en meeting avec des gens et potentiellement après pouvoir les closer. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage qui fonctionne bien et qui permet de closer aussi plus rapidement en outbound. Super. Tu parles de playbook. Est-ce que combien de playbooks tu as, en d'autres termes, combien de use cases typiques y a-t-il sur l'Emlist, ou est-ce que c'est assez à peu près toujours la même chose sur le cœur du produit qui est vraiment de la prospection et de la vente? Ouais, donc on a beaucoup de prospection, c'est la grosse majorité, donc je dirais 90%. Après, on a aussi des gens qui l'utilisent pour du recrutement. En fait, ce qui est intéressant avec la prospection commerciale ou le recrutement, c'est qu'il y a beaucoup de synergie. Parce qu'en fait, au final, que tu fasses de la prospection ou du recrutement, tu veux construire des relations avec les gens. Donc ton but, c'est d'utiliser de l'ultra-personnalisation afin de réussir à avoir un meeting. Et une fois que tu as ce meeting, c'est là où potentiellement, tu vois, tu peux réussir à finaliser une transaction commerciale lorsque tu as établi une relation de confiance. Et au final, c'est la même chose avec que ce soit le recrutement ou les sales. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais à peu près quel est ils appellent ça le magic number, nous on appelle ça sales efficiency. Ouais. Est-ce que tu sais, voilà, pour tout dollar dépensé en sales marketing à Q1, combien ça va te amener en new ARR à Q2 si ton sales cycle est un peu plus court le mois d'après? Ouais, donc aujourd'hui, en fait, nous, notre sales efficiency, elle est à 8.9. Donc, c'est pour ça qu'on se dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut qu'on scale toute cette partie. L'idée, en gros, pourquoi on a attendu aussi longtemps avant de se décider justement pour une levée, c'était qu'on voulait, dans un premier temps, vérifier que ça pouvait matcher sur au moins 3 profils. En l'occurrence, on l'a matché sur 4 profils sales. Il y a une sales avec laquelle, tu vois, ça n'a pas matché, mais c'était plus d'un point de vue cultural fit que d'un point de vue objectif, puisqu'elle a aussi réussi à hit son quota après 2 mois et demi. Et donc là, en fait, on commence à avoir quelque chose de vraiment predictable et on a envie de le scaler au maximum grâce à notre playbook. D'accord. OK. Quel est ton ratio inbound, outbound au niveau de la pipeline et en général des leads auxquels tu as accès? Ouais, alors en gros, là, tu vois, je peux te prendre un exemple. Globalement, on est sur, pour la partie, pour nos sales actuels, si tu veux, il y a 40% d'outbound et 60% d'inbound dans ce qui close eux. Mais par contre, sur la totalité de la pipeline, en fait, on a globalement plus de 90% qui vient de l'inbound. Donc, si on regarde la source des leads à la fin qui deviennent clients, on a plus de 90% d'inbound. Mais si on regarde sur les chiffres et le quota que les sales obtiennent, on a globalement un split 40% outbound, 60% inbound. OK. Au niveau du inbound, quelle est ta plus grande source de leads? Alors, c'est énormément de bouche à oreille.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout bossé, tu vois, sur le SEO. On écrit du contenu qui apporte de la valeur et on passe pas du temps à essayer de le faire ranker. Ça aussi, ça fera partie, tu vois, des investissements qu'on veut faire en 2021. Investir un peu plus sur le SEO, potentiellement avoir quelques experts qui viennent nous aider pour pouvoir ranker parce que on a essayé, nous, notre focus, c'était nos utilisateurs et l'apport de valeur. Mais on sait très bien qu'il y a plein de mots-clés sur lesquels on pourrait essayer de ranker pour après récupérer du trafic, tu vois, un peu en autopilot. On a aussi notre communauté qui est vraiment une source aujourd'hui de clients puisque tout le monde est utilisateur de Lemlist. Donc, une fois que les gens sont bien dans la communauté, apprennent de nouvelles choses et deviennent experts, bah, du coup, ils invitent potentiellement leurs amis, etc. à rejoindre la communauté. Et ces gens-là sont exposés à la Lemlist Family, à notre contenu, à notre brand et potentiellement après sont convertis petit à petit dans l'outil. D'accord, ok. Donc, j'ai un peu regardé ton sales, ton slide de projection pour le futur. Tu peux me dire exactement où vous voyez fin Q1 2021 et Ouais. fin Q2 2021? Ouais, alors fin Q1, nous on projette d'être à 5,9 millions d'ARR et sur Q2, on projette d'être à 7,8 millions de dollars en ARR. L'idée en fait, c'est qu'on a développé une nouvelle version multi-channel de Lemlist sur laquelle on a déjà onboardé un peu plus de 600 boîtes. Ils obtiennent tous des résultats qui sont quasiment 3 fois plus effectifs qu'avec la version juste cold email. Donc en gros, on avait 2 versions. On s'est focalisé au départ sur la prospection par mail. Et là, on a commencé à vraiment lancer la prospection multi-channel et d'automatiser pas mal d'étapes, d'avoir la partie un peu plus task pour les sales, etc. Et ça, en fait, c'est une version où on n'a pas encore sorti le nouveau pricing, mais qui coûtera globalement 1,5 fois le prix des plans actuels, ce qui nous permettra d'augmenter notre average customer value par 1,5. Donc ça va nous permettre d'avoir un vrai levier sur la croissance. D'accord. Et quelle est ta pipeline aujourd'hui? Du coup, comme je te disais, nous, comme on a énormément d'inbound, notre pipeline, elle n'est pas vraiment calculée de la même façon que des boîtes qui feraient beaucoup d'outbound, etc. Donc en fait, tu vois, c'est plutôt en self-service, en grosse majorité, tu vois, c'est plus de 90% de self-service, donc on ne parle pas trop de pipeline pour nous. Donc pour arriver à pratiquement là, tu me parles d'une progression où le 1 million par quarter, ça devient quelque chose de normal et on s'approche plus des 2 millions en ORR par quarter. Tu peux me parler un peu plus de ton go-to-market pour y arriver? Quels sont les principaux chantiers que tu penses adresser pour y arriver, incluant bien entendu les nouveaux sales reps que tu vas embaucher? Ouais. Alors en fait, aujourd'hui, notre sales efficiency, comme je te disais tout à l'heure, il est à 8,9, ce qui veut dire qu'on a validé en interne que notre sales playbook il fonctionnait. Maintenant, l'idée, ça va être de vraiment scaler ça afin de continuer notre expansion aux États-Unis et à l'international. Aujourd'hui, on est à 80% des clients à l'international et c'est ce qu'on veut booster à fond. On a du coup plus de 40%, entre 35 et 40% de clients aux US. Et l'avantage de ça, c'est qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'être sur place pour réussir à déjà obtenir, tu vois, des milliers de clients là-bas. Donc ça, c'est un truc qu'on a validé au cours de ces trois dernières années, enfin un peu plus de 3 ans de Lemlist. Et l'idée, c'est de continuer là-dessus et d'aussi améliorer le produit. Comme je t'ai dit, tu vois, il y a une partie qu'on ne mesure pas, mais qu'on va potentiellement mettre en place pour notamment bosser sur l'activation rate, travailler sur l'onboarding, avoir un petit peu tout ça. On a aussi un très gros focus sur la communauté. On s'est rapproché de plus en plus des top sales leaders. Donc typiquement, on a eu récemment, tu vois, on avait Aaron Ross qui nous avait proposé de faire une merger avec sa boîte. Donc Aaron Ross qui avait écrit Predictable Revenue. Donc on a plein de signaux comme ça qui nous disent qu'on est connu sur le marché US, qu'il faut juste qu'on double down ou triple down même ou quadruple down sur ce qu'on va faire avec les sales afin justement de réussir à accélérer et de booster tout ça, tu vois. D'accord. Ok. Et je suis assez intéressée par le marché US, même si c'est pas critique pour nous, mais
tu penses comment au marché US, que c'est le plus grand marché SaaS au monde aujourd'hui? Ouais. Tu as pensé un petit peu si tu devais t'étendre ici et embaucher des gens localement? Comment tu penses à cette expansion aux US? Alors aujourd'hui, je trouve que toute cette situation de Covid, c'est vrai que c'était une crise mondiale, mais je pense que ça a prouvé plusieurs choses. C'est qu'on peut avoir une boîte qui est remote et qu'on peut vendre aux US sans forcément avoir des sales reps qui sont basés là-bas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que quand même, ça a toujours un petit avantage d'avoir quelques locals pour des deals très spécifiques. Donc l'idée, c'est de garder, tu vois, cette structure un peu remote, de continuer à développer, tu vois, de garder un petit peu cette sales efficiency, donc d'avoir, tu vois, des gens qui sont distribués partout en Europe pour faire de la prospection à l'international, mais potentiellement d'avoir quelques profils clés, notamment peut-être sur la structure plus high level, donc avec la team VP qu'on voudra potentiellement constituer, pour justement peut-être un peu chaperonner l'expansion aux US. Afin de pouvoir aller sur des deals un petit peu plus gros. On peut penser comme des boîtes à la Zendesk, etc. Donc, début d'enterprise, mais pas non plus le vrai enterprise qu'on verrait, tu vois, sur une expansion plus large à 5 ou 10 ans, quoi. D'accord. Ok. Donc, tu m'as dit, vous êtes bootstrap. Ouais. Et vous cherchez, donc la cap table, c'est juste les cofondateurs? Ouais, c'est ça. Donc, on est 3 cofondateurs et on a chacun un tiers de la boîte. D'accord. Et donc, vous cherchez à lever 20 millions? Ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Vous avez discuté un petit peu de l'évaluation que vous cherchez à atteindre ou c'est quelque chose que vous laissez les VC décider? Alors en gros, on est assez ouvert, tu vois, sur cette partie-là, dans le sens où on a une idée. Nous, on sait que c'est la première fois qu'on lève et du coup, on a aussi cette envie en fait de faire un tour où on peut bien s'entourer, donc avec les bons VC, pas forcément, tu vois, d'être juste uniquement fixé sur la valo. Donc ça va dépendre, tu vois, un peu des partenaires qui nous font des propositions. Et après, l'idée, c'est de se dire qu'on voudrait un pré-money entre 80 et 90 millions. Donc, si tu veux, nous, aujourd'hui, on a sur nos 2 derniers quarters, en growth, on est à plus de 50%. On double l'ARR en 6 mois, où on est passé de 2 à 4 millions, tu vois. Donc, on a vraiment une croissance qui est exponentielle. Et là, l'idée, en fait, c'est potentiellement, tu vois, si je peux utiliser l'expression, c'est juste d'apporter du carburant à la fusée, tu vois. Parce qu'on sait qu'on a une fusée, on sait qu'on a construit un produit qui est vraiment génial. On sait que le produit qui est pas encore sorti en live, mais où on a onboardé 600 boîtes, il plaît à tout le monde a des résultats vraiment de folie et que ça va nous permettre d'avoir encore un levier de growth en multipliant la CV par 1,5. Et on veut, tu vois, justement pouvoir ramp up à fond l'équipe sales pour onboarder plus de personnes sur cette nouvelle version. Potentiellement continuer la prospection outbound parce que c'est super important pour nous que les sales soient aussi des sales experts et maîtrisent la totalité du funnel pour la vente et pour justement pouvoir matcher nos attentes dans le sales playbook. Et donc, c'est un peu ce qu'on avait en tête, tu vois. Donc, 80-90 millions pré-money, c'est un peu là où on se voyait. D'accord, très bien. Ok. Écoute, je t'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que tu as des questions pour moi sur Storm plus en détail? On a un petit peu parlé, Ouais. mais est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent particulièrement suite à cette discussion? Ouais, bien sûr. J'ai 2 grosses questions. La première, qu'est-ce que tu penses, pour toi, quelle est en gros votre meilleure valeur ajoutée par rapport aux autres fonds? Donc, comme tu le sais, tu vois, nous, c'est vrai qu'on s'est fait contacter par beaucoup de fonds. Pour moi, c'était important de te contacter en premier parce que j'aimais bien l'aspect basé aux US. En plus, on avait eu une bonne relation quand on s'est rencontrés en septembre et tout, même si on ne voulait pas lever à l'époque. Mais donc, je me dis, est-ce que tu as d'autres points spécifiques que tu n'avais peut-être pas mentionnés qui sont votre key added value, quoi? Oui, écoute, oui, nous, notre spécialité, comme je t'ai dit, 90% de nos investissements, c'est dans le SaaS. Donc, on a une belle knowledge base là. Et principalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide leurs boîtes dans le go-to-market. Donc, vraiment, l'accélération que tu es en train de vivre, c'est notre spécialité, dans le sens où on passe beaucoup de temps à
à parler de ce outbound que tu es en train de mettre en place, même le inbound, mais vraiment d'accélérer de 2 à 3 millions en ARR et aller jusqu'à, en général, 20, 30 millions. Pour nous, c'est là où on est le plus hands-on. Donc, nous, on passe beaucoup de temps de s'assurer que ce dont tu as parlé, le sales playbook, le fait que tes sales reps ramp up. Donc là, il y en a 3 qui ont l'air d'avoir ramp up assez efficacement. Nous, on va s'assurer que ça arrive pour tes 50 prochains sales reps et s'assurer que ce n'est plus juste Guillaume qui est le key man de l'Amlist, qui a ce bagou, ce charisme, cette présence dans les médias. Ce n'est plus juste Guillaume, mais c'est vraiment toute l'équipe sales qui peut faire la même chose finalement et qui est capable de closer sans la magic touch du cofondateur. Donc nous, on passe beaucoup de temps là-dessus et t'assurer que finalement ton sales efficiency, qui est déjà très élevé, qui est au-delà de 8, reste raisonnable. Donc nous, notre but, c'est de faire que tu arrives à un sales efficiency de 1. Il va falloir dépenser ces 20 millions. C'est pas nécessairement le mindset que vous avez, mais on va dépenser ce cash. Comme tu dis, la fusée, faut mettre du gaz dans la fusée pour aller encore plus haut. Donc nous, on va s'assurer que cette trajectoire de la fusée est la plus efficace possible. Et c'est vraiment, ça passe par ce sales playbook qui va être différent. Si tu montes un petit peu en up-market, t'aider à faire que ce sales playbook continue à être efficace en up-market, s'assurer que tes sales reps, chaque segment market, c'est un nouveau sales playbook, c'est un nouveau sales team, c'est un nouveau go-to-market stratégie. Tout nouveau pays est un nouveau go-to-market stratégie, etc. Donc ça devient très compliqué quand tu multiplies les géographies, même si aujourd'hui vous en sortez très très bien en remote. Il y a un moment, il va falloir passer aux choses sérieuses, supérieures, surtout si vous levez 20 millions et que votre ambition, c'est d'arriver à ces 50 millions le plus rapidement possible en ARR. Donc, trop cool. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui... Donc je pense qu'on est super aligné là. On peut vraiment vous aider à passer à la vitesse supérieure, même si vous avez fait déjà un travail absolument incroyable tout seul. Ouais, c'est gentil. Et du coup, j'ai vu que vous bossiez aussi avec Jacob de Winning by Design, que je trouve vraiment très, très cool. Est-ce que tu penses que tu aurais moyen un peu de me faire une intro pour échanger avec lui ou pas ? Bien sûr, toute boîte du portefeuille, j'ai oublié de les mentionner, Winning by Design, super boîte avec laquelle on travaille. On les a incubés d'ailleurs. Et il y a un européen justement qui a ce profil, qui vit aux États-Unis, qui a ce double profil européen-US, qui est super hands-on. Je l'appelle le Tony Robbins du SaaS Sales. Il crée du contenu constamment, très tactique sur les sales, la structure de tes sales team, les compensations, les clawbacks et toutes ces choses très spécifiques au sales team, la conversion de ton sales funnel. En un coup de fil, il est capable de faire un audit de ton sales funnel et vraiment de mettre le doigt sur ce qui coince. Donc nous, on travaille avec eux de façon très proche. Et donc, quand tu fais de Storm, tu as accès à Jaco en face-to-face de façon régulière. Après, si tu veux engager avec lui de façon plus sérieuse, il y a un coût associé. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Hyper facile grâce à notre relation avec Jaco. Trop stylé. Et j'ai vu aussi une autre boîte de chez vous, Sendozo, qui est assez stylée. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire avec eux. Est-ce que tu penses que aussi tu pourrais me faire une potentielle intro là-dessus ou pas ? Absolument. Donc, je suis au bord de Sendozo. Okay. C'est cool. Je suis aussi fan de Sendozo. Je vois beaucoup de similarités dans les motions du go-to-market. Donc, c'est pour ça que je suis aussi super excitée excited. Je suis super sur la croissance de l'Amlist. Donc, je peux absolument te faire une intro. Nous, on est très fans des intros qui sont dans le win-win. Hein. Ça veut dire que l'intro, ça va vous servir potentiellement à avoir un nouveau client. Et nous, ça va nous permettre de valider si ton produit plaît à une boîte de la taille de Sendozo. Donc, je peux te faire une intro à un max de boîtes du portefeuille si ça t'intéresse. Trop cool. Je vais faire ma petite liste du coup. C'est ton shopping. Trop cool. Et du coup, comme je te disais par email, ce sera ma dernière question. En fait, on aimerait bien, tu vois, nous que ça aille assez vite. Comme tu sais, on a toujours été très hands-on. Donc, le nez dans le business, on aime que ça avance. C'est un peu nouveau, tu vois, pour moi, toute cette partie pitch. Là, j'ai passé énormément de temps à checker les datas, etc. Donc, c'était cool et intéressant. Mais je t'avoue qu'on a envie, j'ai pas envie de passer genre 6 mois, 1 mois à essayer de lever. Toi, en termes de timeline par rapport à tout ce que je t'ai donné, je te donnerai accès à toutes les datas sur Profitwell, Stripe, enfin tout ce que tu veux. Tu penses que ça serait quoi les meilleurs next steps ? Écoute, donc nous,
ça va un peu dépendre de toi. Moi, je peux aller très très vite. Puis comme je suis fan de la boîte, je peux avancer très rapidement. Ce que je vais avoir besoin de toi, ça va être donc, dans un premier temps les financial data, donc historique, et les projections avec un modèle que tu as probablement construit qui m'aide à mieux comprendre un peu vos projections. Donc les données de pipeline doivent aussi faire partie de cette data que je vais revoir. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est parler à 3-4 clients. Pas de souci. Typiquement, tu m'as parlé, donc Zendesk, j'adorais leur parler. Adecco, tu m'as dit que c'était un autre grand client. Donc peut-être 2 clients qui ont eu une belle expansion et peut-être 2 clients un peu plus petits que j'ai une belle vision de la range que vous couvrez en termes de clients. Ensuite, donc ça, c'est un gros point. Donc justement, ça va peut-être prendre un petit peu de les contacter, de faire qu'ils acceptent de parler à un VC, etc. En général, c'est ce qui prend un peu de temps, c'est de mettre en place ces calls. Et puis donc, si on avance et que tout se passe bien à ce niveau-là, nous, va falloir qu'on fasse un meeting avec tout le partenariat. Donc, toi et tes 2 cofondateurs, donc les 3, parler directement au partenariat et donc c'est le meeting du lundi matin. Voilà. Et donc et ensuite, après, nous, ce qu'on aime faire, c'est du personal reference check. Donc, il faudrait que je parle à 2 ou 3 personnes qui t'ont entouré toi dans ton parcours, qui ont entouré tes cofondateurs, peut-être des mentors personnels ou des anciens boss. Donc ça, c'est si tout se passe bien à mon partner meeting de lundi prochain, où je vais présenter des data. Je pense que ça se passera bien. Vous avez une croissance assez impressionnante avec un produit qui a l'air de plaire au marché. Donc, je pense que ça se passera bien. Mais voilà, c'est à peu près ce qui doit se passer avant que je sois en position de vous donner le term sheet. Ok, trop cool. Donc en gros là, si j'ai bien noté tout ce que tu voulais, donc avec la partie mentor, la partie customer, petit customer, gros customer avec existing. L'avantage, je t'avoue, c'est qu'on est ultra proche de nos clients, donc en soi, je les ai même dans des Slack différents, donc je peux les pinguer assez rapidement. Si ça te va, moi je te fais toutes les intros dans la soirée. Je te donne aussi accès à peu près toutes nos financial data et les modèles. Comme ça, toi, tu auras peut-être toute la semaine pour essayer de voir, les rencontrer si tu as le temps. Et du coup, on pourrait se dire, d'ici peut-être 10-15 jours, voir si on a moyen d'arriver au next step. Ok. Ouais, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te tenir au courant de toutes mes étapes. Trop bien. À chaque fois que je t'appelle ou je te fais un email. Ouais, et puis, on va passer comme ça. Et puis, voilà. Et j'espère si tes intros pour les customers se font rapidement, je pense que d'ici 2 semaines, je devrais être en position de t'en dire un peu plus sur l'investissement potentiel, à combien, comment, etc. Ok, trop cool, super. En tout cas, franchement, c'était vraiment sympa d'avoir accepté aussi le recording, parce que je sais que c'est peut-être pas forcément plaisant ou pas, mais en gros, je sais que c'est assez cool pour les gens qui regardent sur YouTube, tout ça, de voir un petit peu les insights. Maintenant, du coup, on a beaucoup de pression sur l'Emlist parce que on se dit qu'on a 2 semaines où va falloir faire les bonnes intros, tout ça, et potentiellement essayer de closer un Sendozo. mais en tout cas, ouais. Si tu peux un Sendozo avant 2 semaines, si. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Pascal, et puis on se tient au courant. Je t'envoie tout ça dans la soirée et on fait ça comme ça. Merci Guillaume. Ciao. Ciao. Franchement, c'était assez ouf. J'avoue que j'avais pas mal la pression pendant l'entretien. L'avantage, et heureusement que j'avais bien préparé, donc Nadia et Roxana, elles m'avaient bien aidé pour le pitch. On avait sur la partie métrique, donc quand j'avais parlé avec Nicolas et John pendant l'interview, ils m'avaient dit qu'il fallait être ultra carré dessus. Donc sur cette partie-là, j'avoue, même Alexis me disait la même chose, donc j'avais ultra bien préparé. Et ça m'a été bien utile parce que j'ai vu que Pascal, elle essayait de creuser sur toute cette partie-là. Donc les chiffres, je les connaissais quasiment par cœur. J'avais un énorme tableau avec moi sur mon ordi. Pour la partie next step, à la fin, ce qui était un peu difficile, c'est vrai que c'était de se dire comment est-ce que je vais réussir à potentiellement essayer de fixer une deadline. Donc quand je parlais un petit peu avec les fonds et les différentes personnes que j'ai pu interviewer, ils me disaient qu'ils aimaient bien potentiellement connaître aussi les deadlines des entrepreneurs. J'ai essayé de dire qu'on voulait ça assez rapidement.
J'ai aussi suivi le conseil de Rodolphe concernant les intros parce qu'en fait, Storm Venture, ils ont des belles boîtes dans leur portefeuille et je trouve ça stylé d'avoir des intros. Donc Pascal, elle était OK pour les faire, ce qui est très cool. Il y a un truc que j'ai oublié par contre, c'est Nicolas Dalgolia qui m'avait dit ça, c'était de faire des intros à des boîtes qui n'existent plus aujourd'hui pour savoir potentiellement quand c'était mal passé. Donc là, de toute façon, on doit échanger avec Pascal par email. Et je vais lui redemander par email, du coup, lui refaire un petit récap. Maintenant, je vais lui partager toutes les datas. Techniquement, ce qui serait plus intelligent, c'est d'aller voir plusieurs fonds. Mais après, de ce que j'avais, mon feeling, c'est qu'elle avait l'air d'être assez à fond. J'avoue que c'est pas forcément ma passion de passer du temps à essayer de lever. Et que là, je pars en plus dès demain au Mexique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, voir si dans les 2 semaines, on arrive potentiellement à récupérer une term sheet de la part de Pascal. Donc, ça va être assez tendu. Et s'il n'y a pas de term sheet, je pense que soit ça sera un fail pour nous, soit j'essaierai peut-être d'aller voir d'autres VC pour essayer de mettre un petit peu plus la pression. Mais je sais pas, j'ai quand même eu un bon feeling. Elle avait l'air d'adhérer avec la vision. Et franchement, on a aussi nos chiffres qui sont quand même assez beaux. Enfin, ils sont ultra bons. Et donc clairement, je suis assez confiant, mais je sais pas trop. J'avais un peu de stress au début, mais j'ai trouvé que l'entretien, il est passé comme du beurre. Bon, ça veut rien dire cet entretien. Pascal, elle m'avait demandé aussi, quand on s'était vu, un petit peu plus la partie sur la team. Donc elle voulait savoir qui étaient mes associés et le fait que Vianney et François soient anciens d'eFounders, ça l'avait beaucoup marqué. Donc eFounders, startup studio à Paris qui a créé des boîtes comme Aircall, Mailjet, Front. Donc, elle voit que le track record, il est solide sur la partie technique et sur la partie business, elle voit que tout suit et que les chiffres grossissent de façon exponentielle. Donc, j'avoue que je suis assez confiant. Là, moi, j'ai besoin d'un break, donc je pars au soleil, mais je garderai contact par email directement avec Pascal pour lui donner toutes les infos. Et j'espère potentiellement qu'à mon retour, il y aura une bonne nouvelle, donc on verra ce que ça donne.